Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur la chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Aujourd'hui, on parle des données économiques qui sont sorties cette semaine, qui sont tout à fait incroyables et catastrophiques. On va parler d'assurance-emploi, de vente au détail, de production industrielle. Ensuite de ça, on aborde la question des marchés et puis on se pose la question qu'est-ce qui risque de se passer pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je débute tout de suite en vous parlant des données économiques. Commençons avec les demandes d'assurance-emploi aux États-Unis. Alors encore une fois, pour une autre semaine, les demandes d'assurance-emploi ont été assez impressionnantes. Donc pour la semaine se terminant le 9 mai, on a eu 2 981 000 demandes comparativement aux attentes des analystes qui étaient 2,5 millions. Alors, on a battu les attentes à la hausse. Évidemment, c'est pas le genre de record qu'on aime battre, mais compte tenu de la situation actuelle dans l'économie, de semaine en semaine, on se fait surprendre avec les données économiques qui sont révélées. Les demandes depuis le 21 mars sont à 36,5 millions. En fait, c'est un quart de la population qui est en âge de travailler aux États-Unis qui ont fait une demande d'assurance-emploi. Écoutez, c'est le genre de données, c'est pratiquement du jamais vu. Et pour vraiment réaliser l'ampleur des demandes d'assurance-emploi, il faut regarder le graphique là, qui remonte là, de plusieurs années. Alors, on voit une hausse importante dans les demandes d'assurance-emploi. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est pas compliqué, c'est pendant la Grande Dépression des années 30 où on avait eu un taux d'assurance-emploi qui avait frôlé les 25 %. Alors, on est dans ce genre de situation. Maintenant, si on regarde les ventes au détail, évidemment, ce sont des données qui sont importantes compte tenu que la consommation, comme je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, représente de 60 à 70 % du PIB des économies avancées comme celle du Canada, des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec les ventes au détail? Alors, c'est une chute de 16,4% en avril par rapport à mars, où la chute avait été, comme je l'ai mentionné dans une dernière vidéo, de 8,3%. D'une année à l'autre, la chute des ventes au détail est de 21,6%. Le chiffre est impressionnant et ça nous donne un aperçu de quelle va être la chute du PIB américain au cours du deuxième trimestre de 2020. Ça va être une chute très, très importante. Maintenant, si on regarde les catégories qui ont été le plus touchées dans la chute des ventes au détail, et là, ce sont des données depuis février. Les automobiles, depuis février, la vente d'automobiles a chuté de 34,9 %. Les ventes dans les stations-service, donc la vente d'essence, de 40,5 %. On le sait, en raison de la crise sanitaire, les gens sont confinés à la maison. Alors, les transports ont été réduits de façon importante. Les restaurants chutent de 50,5 %. Les ventes de matériel électronique, que ce soit les ordinateurs, les téléphones, peu importe, de 64,9 %. La vente de vêtements, 89,3 % de chute par rapport à février. Ce sont des données qui sont complètement époustouflantes. C'est du jamais vu dans l'histoire économique. Si on regarde maintenant du côté de la production industrielle, la chute par rapport à mars aux États-Unis est de 11 %. Ce n'est ni plus ni moins que la plus importante chute de la production industrielle américaine en 101 années. Alors, je vous présente à l'écran le graphique qui reprend les données pour les 50 ou 60 dernières années. Et la dernière fois qu'on a eu une chute de la production industrielle qui pouvait ressembler aux données qu'on a eues cette semaine, c'est en 1946. Et en fait, ce qui s'était passé dans cette année-là, c'est bien sûr une démobilisation de l'économie de production de guerre. Alors, on a fermé plusieurs usines, étant donné qu'on n'avait plus besoin de produire les tanks, les munitions, les armes qui étaient nécessaires à faire la guerre lors de la Deuxième Guerre mondiale dans le théâtre européen ou asiatique. Et comme je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, à mon avis, et c'est mon humble avis de non-économiste, le marasme économique devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Oui, à mesure que les économies réouvrent tranquillement, on devrait avoir un petit rebond, mais certains secteurs de l'économie vont rester impactés pendant plusieurs mois ou jusqu'à temps qu'on ait un remède à cette crise sanitaire. Mais encore une fois, c'est la distribution de ce remède-là ou de ce vaccin
qui risquent d'être compliqués, qui risquent de retarder l'immunisation de la population. Alors, quels sont les secteurs qui risquent d'être embourbés pendant très, très longtemps? Bien, je vais vous donner quelques exemples. OpenTable, qui est un service de réservation en ligne pour les restaurants, le CEO de l'entreprise s'attend à ce qu'un restaurant sur 4 devrait fermer après l'épisode de la crise sanitaire actuelle. Pensez à tous les emplois, aux fournisseurs qui n'auront plus de commandes pour les restaurants qui ont été fermés, les propriétaires d'immeubles commerciaux qui, évidemment, n'auront plus le loyer des restaurants qui étaient dans leur immeuble, aux taxes municipales, aux impôts qui sont payés aux États. Alors, c'est évidemment une crise là, qui est annoncée dans le domaine de la restauration. Si on regarde les données juste pour le Québec, les restaurants au Québec, c'est 13,6 milliards de ventes, c'est 20 737 restaurants et c'est 231 388 emplois. Alors, il y a beaucoup d'emplois qui vont se perdre dans le domaine de la restauration, beaucoup de restaurants qui vont faire faillite. Puis, en plus de ça, on a le gouvernement qui travaille un peu à l'encontre des restaurateurs. De quelle façon? Bien évidemment, lorsqu'on envoie des chèques aux gens, donc les gens qui travaillent dans le domaine de la restauration n'ont pas nécessairement des salaires qui sont super élevés. Alors, pour ces gens-là, ça peut être attrayant de rester dans le confort de sa maison au lieu d'aller travailler et de collecter le chèque du gouvernement parce que le gouvernement permet aux gens qui décident ou qui refusent de retourner au travail de continuer à recevoir le chèque. Donc, les restaurants qui voudraient redémarrer, mais s'ils n'ont pas les employés nécessaires pour le faire, donc ça va faire perdurer la fermeture du restaurant et peut-être même provoquer sa faillite. Donc, c'est quelque chose qui vient s'ajouter dans le dossier des restaurateurs. Un autre secteur dont je veux vous parler, c'est bien sûr le secteur de l'aviation, qui est un autre grand secteur affectés par la crise sanitaire actuelle. Pour ce qui est des États-Unis, les coupures d'emploi ont été retardées en raison de l'injection d'argent public dans les compagnies d'aviation américaines. Mais dès que cet argent va être dépensé, dès que le magot de 25 milliards va être dépensé, eh bien, les coupures d'emploi devrait commencer et on prévoit que ça devrait se faire au cours de l'automne. Une analyste prévoit qu'on devrait avoir de 95 000 à 105 000 pertes d'emploi dans le secteur de l'aviation aux États-Unis au cours des prochains mois. Donc, c'est juste un exemple pour vous démontrer l'ampleur des pertes d'emploi qu'il risque d'avoir dans ce secteur et bien évidemment, ça risque d'affecter des secteurs connexes et donc dire que malgré le fait que les économies devraient réouvrir, certains de ces emplois vont être perdus de façon permanente ou du moins pendant plusieurs mois, ce qui risque d'ajouter au marasme de l'économie. Maintenant, un autre secteur dont je veux vous parler, c'est bien sûr les croisières et le tourisme qui sont finalement interreliés. Puis certaines économies dépendent du tourisme. Les croisières, bien évidemment, sont à l'arrêt. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pourquoi les croisières sont à l'arrêt. Ce sont des endroits où les gens sont confinés et compte tenu de la crise sanitaire, c'est le genre de choses qu'on peut pas faire en raison des mesures de distanciation sociale nécessaires pour éviter la propagation du pathogène. Pour ce qui est des économies qui dépendent du tourisme, vous allez le voir, vous voyez le graphique à l'écran. La Grèce, environ 8% du PIB qui est relié directement au tourisme. L'Italie, environ 5%, l'Espagne aussi, la France, 4%. Pour ce qui est du Canada, ça tourne autour de 2%, des États-Unis de 3%. Mais on sait qu'au Canada, au Québec, plusieurs régions dépendent du tourisme, certaines du tourisme international. On peut penser par exemple à la ville de Québec où plusieurs croisiéristes s'y arrêtent au cours de l'été, de l'automne. Alors, c'est des milliers et des milliers de personnes qui, normalement, dépensent dans les commerces, les restaurants de la capitale, qui ne pourront pas le faire en raison de la crise actuelle. Alors, ça va créer inévitablement des problèmes économiques dans ces régions qui sont dépendantes du tourisme. Alors, malgré toute cette situation, comment vont les marchés? Eh bien, malheureusement, les marchés vont très bien. Si on regarde le S&P 500 sur la période de la dernière année, eh bien, le S&P 500 est au même niveau qu'il y a un an. C'est donc dire qu'on n'a pas connu de baisse par rapport au mois de mai dernier. Malgré tout ce qui s'est passé dans l'économie, ça me semble un peu irréel. Pour ce qui est du Nasdaq, écoutez bien ça, le Nasdaq,
par rapport au mois de mai l'an dernier est en hausse de 15%. Ça me semble un peu déconnecté de la réalité. Le Dow Jones, quant à lui, est en baisse d'environ 8% par rapport à son niveau d'il y a un an. Lorsqu'on parle du marché, bien sûr, dans les conditions actuelles, on parle d'un marché qui est surévalué et je ne suis pas le seul à le dire. Plusieurs grands investisseurs de renom l'ont mentionné au cours des derniers jours, des dernières semaines. Parmi ceux-ci, on peut compter Stanley Druckenmiller. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo l'an dernier, je crois que c'était autour de décembre dernier, sur un potentiel crash du marché boursier à venir en 2020. C'est drôle, mais bon, ça s'est passé. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, c'est assez intéressant. Donc lui, Druckenmiller dit que justement, le marché des actions est complètement surévalué, ça ne fait aucun sens. Un autre de ses collègues, lui, il dit que c'est pas compliqué, là, le marché a jamais été autant surévalué que depuis la bulle Internet, là, depuis 1999. Les marchés, pour l'instant, ne semblent pas trop savoir quelle direction prendre. On est dans une espèce de plateau qui dure depuis déjà plusieurs semaines. Alors, quelle direction va finir par prendre le marché? Est-ce qu'on va repartir à la hausse ou on va tranquillement redescendre vers les niveaux qu'on a connus au mois de mars? Évidemment, moi, je préfère la deuxième option, c'est-à-dire revoir une baisse dans les marchés. Mais on ne sait pas. Bien sûr, la solution aux problèmes économiques présentement est essentiellement une question de sanitaire, une question de santé, dans la mesure où un vaccin pourrait être développé d'ici la fin de l'année et distribué à grande échelle. Mais ça pourrait bien sûr aider grandement l'économie. On sait que les États-Unis poussent très fort pour développer un vaccin. Donc pas seulement les États-Unis, mais plusieurs économies dans le monde. Reste à voir si ça va se réaliser. Dans le cas contraire, on risque d'avoir des problèmes économiques perdurer dans le temps jusqu'en 2021. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit là-dessus. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire où vous pensez que les marchés vont s'en aller avec tout ça. Est-ce qu'on va continuer à être stable pendant encore un certain temps ou vous pensez qu'au cours des prochaines semaines, au cours de l'été, on devrait avoir une chute des marchés ou une hausse pour retourner au niveau record qu'on a connu en février dernier? Ce fut un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine.